On dit souvent que les avocats contentieux ont une pratique artisanale de notre métier. De fait, ce ne sont pas les premiers à avoir monté des legal tech. Mais dans cette catégorie, il y a toujours eu la bande à part du droit de la famille. Majoritairement des femmes, souvent de conviction, elles ont entre leurs mains les malheurs de nos couples. Jamais personne ne s'est intéressé à leur cabinet. À part faire les gros titres d'une certaine presse pour dire que les avocats du divorce se sont régalés pendant le Covid, force est de constater qu'on ne parle jamais de leurs aventures entrepreneuriales. Pourtant, il y en a une qui dernièrement a plié le game. En sortant un livre dont tout le barreau famille parle, en retraçant l'histoire de la séparation des couples à travers les yeux d'une avocate, elle livre une histoire touchante et poignante de l'amour. Avec un grand A. Bref, elle aurait voulu organiser une énorme campagne de pub et de promotion de son cabinet tout en délivrant de la valeur, ce qui est le Graal de la communication. Elle n'aurait pas fait mieux. C'est pour cette raison qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Michel Dayan. Salut Michel. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, on commence toujours par la même question pour tous les épisodes. Michel, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Waouh. Ouais. On a combien ? 5 heures ? C'est vaste. 2 Alors jours. normalement, on fait quoi ? Alors donc, je suis avocate. Ouais. Avocate, j'y tiens, pas Ok, avocat. très bien. En droit de la famille. Mon parcours, c'est un parcours, somme toute, assez classique en termes d'études. Le bac, des études de droit à la Sorbonne, un magistère de droit des affaires à la Sorbonne. Rien à voir. Un 3e cycle, on disait à l'époque DESS, de droit européen. Ah oui, moi aussi je l'ai fait celui-là. Voilà. Un stage d'élève avocat chez Bredin-Pratt en droit européen de la concurrence avec Saint-Estébin. Ah oui, d'accord. Alors, il y a eu un moment donné où tu étais un peu... Okay, j'ai plié le game. T'as plié le game. Mon parcours aussi a plié le game. Et puis, finalement, un cabinet en droit de la famille assez rapidement. Combien de temps après, en fait ? T'as exercé chez un praticien du droit de la famille ? Non, pas vraiment. Et j'ai même pas fait une seule heure de droit de la famille à la fac. Et alors, comment t'es arrivé T'as monté un cabinet de droit de la famille immédiatement sans en avoir fait ? Un hold-up. Je crois que ce podcast, j'avais entendu en parcours ça. Ce podcast, c'est le braquage. Me concernant. Non, j'ai fait du droit des affaires. J'étais pas du tout partie pour faire du droit de la famille. Je voulais faire ni droit de la famille ni droit pénal. Je fais du droit de la famille et aujourd'hui de plus en plus de pénal de la famille. Ouais, et je ne voulais faire ça pour ça. Ni l'un ni l'autre. Okay. Et il faut dire que je suis d'une famille d'avocats, un père pénaliste, et je voulais surtout, pour plein de raisons, je voulais pas faire pareil. Tu voulais pas faire pareil. Et puis finalement, j'ai fait pareil. Et puis finalement, la vie va parfois, ouais, c'est ça. En fait, plus vite que toi, ou différemment, on prend une autre voie que celle que tu penses vouloir. Et en sortant de chez Bredin-Pratt, après mon stage de 6 mois, c'était déjà 6 mois, je crois, à l'époque, j'ai cherché une collaboration pour prêter serment en droit européen et en droit européen de la concurrence, ou en droit de la concurrence. Il y a 10 postes en France, quoi. J'ai rien trouvé, moi, je pense. J'avais un super CV, magistère, machin. Rien. Je trouve pas. Et puis j'ai besoin de travailler très vite parce que j'ai envie de travailler très vite aussi. Et je trouve une collaboration dans un petit cabinet qui faisait droit du travail et un peu droit de la famille. Plutôt droit du travail que droit de la famille. Pas du tout spécialisé en droit de la famille. D'ailleurs, je me souviens qu'une des premières requêtes, je devais avoir 3 jours de prestation de serment, une des premières requêtes devant le JAF. Le JAF me dit « mais je comprends pas, vous ne pouviez pas me saisir par voie de requête, là ?» Enfin bon... Ah ouais. Ni moi, ni ma patronne ne le savait. Et puis... mais j'ai commencé par cette petite porte-là, malgré moi. On le verra au fil de ce podcast et des questions que vous me poserez, mais les choses se sont faites un peu malgré moi. Un peu, disons que la vie a insisté, plus que moi. Et je me suis installée rapidement. J'ai bien aimé le droit de la famille, j'aimais bien le droit du travail et le droit de la famille, mais surtout
j'avais envie de m'installer. Surtout, j'avais envie d'être indépendante. Surtout, je ne voulais plus être collaboratrice. Ah ouais, et donc, c'était- au Mais à bout quel de âge 3 ans, Ouais, au bout de je 3 sais pas, ans. j'avais 27 Non, ans, enfin, je j'avais veux dire, au 28 bout de ans. combien de temps de barre J'ai quoi. un enfant à 27 ans. J'ai un Ouais. premier enfant à 27 ans. Collaboratrice, un enfant compliqué, même si j'avais une patronne très sympa, mais très compliquée. J'avais envie de pouvoir organiser mon temps. Pour moi, avocat, c'était libéral, c'était profession libérale. Ouais. Donc, j'avais besoin d'organiser mon temps. Donc, je m'installe très vite. Pas du tout en communiquant. Je fais du droit de la famille. Salut les copains, envoyez-moi des dossiers en droit de la famille. Je ne Ouais. communiquais pas Ouais. beaucoup à l'époque. Ouais. Et puis, il faut savoir que c'est quand même une époque où on pensait qu'il suffisait d'avoir eu un chagrin d'amour pour faire du droit de la famille, quand même. Hein. Donc, c'était vraiment pas du tout une matière. Elle était experte en réalité, cette Ouais. matière, mais elle n'était pas Reconnue comme telle. reconnue comme telle. Le barreau de la famille, il était très émergent encore, Il voire était en voie de féminin déjà, développement. Tu ou- vois. Ouais. Ouais. Il était féminin. Non, il y avait d'Alain et Copper-Royer. Il y avait il y avait Copper-Royer qui était au cabinet d'Alain. Didier Ouais, ah ouais. qu'on Copper-Royer embrasse. qui était alors pas Didier, Ouais, mais non, mais je Copper-Royer qui faisait du droit de la famille déjà. Ouais, je me souviens. Il y avait un homme qui en faisait pas mal et qui Ouais, avait c'était un peu dénigré. mais qui avait un peu les beaux dossiers de droit de la famille à l'époque, parce que c'était un homme, et que c'était l'époque. Et puis, donc, je m'installe et je fais un peu du tout venant, hein, mais vraiment du tout venant. Tu vois, cette période où tu t'installes, où tu donnerais les clés de ton appart pour avoir un dossier, tu donnerais de l'argent aux clients pour qu'ils te confient leur dossier, Ouais, tu vois. Et puis, je commence à avoir un copain, deux copains, trois potes qui étaient au magistère avec moi, qui étaient dans des gros cabinets d'affaires et qui m'envoient des dossiers de divorce parce que les clients de leur cabinet divorcent. Et je vois, tiens, tu viens de t'installer, toi. Mais vraiment, on était un peu, Ouais. pardon, mais les esthéticiennes du droit. Hein, à côté, tu fais droit de la tu t'installes, tu peux pas faire un peu droit de la famille, tu veux pas faire un divorce. C'était vraiment pas du tout reconnu comme une expertise. Mais en même temps, ils savaient que j'étais sérieuse, on était au magistère ensemble, ils savaient que je bossais. Oui, c'était. Donc, ils se sont dit, bon, écoute, t'en fais un peu, tu t'installes, tu veux pas. Voilà. Et j'ai commencé comme ça, à faire du droit de la famille, et en gardant une petite activité droit du travail pendant quelques années que j'ai abandonnée après. Et puis, c'est l'avocat qui fait le dossier, il paraît. Donc, en fait, c'est les divorces qui m'ont faite Ouais, c'est avocate en droit de la famille. Ok, donc c'est un épisode un peu particulier à double titre. D'abord parce que la raison, enfin, on se connaît bien. Et moi, quand j'ai parlé de cet épisode avec Charlotte, c'est la raison pour laquelle on a eu envie que tu viennes. C'est que le droit de la famille, finalement, on en parle peu dans nos podcasts. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui nous parle de ce droit-là, parce que c'est quand même un marché sur le plan du cabinet d'avocats qui est très atomisé et dans lesquels les gens ne se reconnaissent pas nécessairement comme des entrepreneurs du droit. C'est encore quelque chose qui est assez confidentiel. Et peut-être parce qu'il y a quelque chose qui peut paraître de grossier d'être entrepreneur dans le droit de la famille. Enfin, il y a peut-être un truc comme ça. Comme chez les pénalistes, on en a reçu un ou deux, en fait. Et mais nous, on le pense pas. Mais non, mais c'est encore des matières matières qui se vivent pas... comme c'est des matières qui touchent aux personnes, elles se vivent pas nécessairement comme des aventures entrepreneuriales. Donc, Ce serait un peu un oxymore, quoi. Enfin, cela dit, il y a eu quand même... Comment il s'appelait celui qui a fait cette plateforme dans le divorce? Homer. Ah, Homer. Oui, ouais. mais du coup, qui a été... donc, Romain, qu'on embrasse par ailleurs, qu'on a essayé d'avoir dans ce podcast, mais qui pour l'instant n'a pas répondu. Tu fais le droit de la famille ? Voilà. Donc, il a été très décrié par le barreau famille. Donc, c'est vrai que sur ce plan-là, on n'en a pas reçu. Et quand on a vu paraître ton livre, donc qui retrace ta carrière d'avocate et qui est un... Donc toi, tu le décrirais certainement pas comme ça, mais en tous les cas, qui est un condensé, un hommage à une carrière d'avocate. Mon esprit entrepreneurial est toujours à la recherche de comment tu développes ton cabinet d'avocat et d'exemples qu'on a pour inviter dans nos podcasts, pour enrichir nos discussions, pour enrichir mes dossiers, pour enrichir... Je me suis dit, mais putain, mais si j'avais voulu développer, si j'avais voulu mettre tout le monde d'accord sur un cabinet en droit de la famille, mais j'aurais fait ça, mais c'est une certitude. En fait, je ne sais pas comment te dire. Et surtout, à quel point ton livre est engagé, donc c'est clivant, c'est-à-dire que tu n'as même pas passé du ripolin sur ton bouquin, c'est-à-dire que tu l'as pas fait politiquement correct, tu vois. Non. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Comment c'est né ça ? Comment l'idée, elle est née ? Le livre ? Le livre.
Alors, encore une fois, j'ai l'impression que dans mes réponses... Je me fais exprès. Non, mais j'ai pas eu... Attends, parce qu'en fait, c'est à double titre, parce que c'est à triple titre que c'est une émission spéciale. C'est que sachez que maintenant... Chez Canal+. Attends, exactement. Oui, ça fait bon avis. Exactement. Maintenant, on a une vidéo. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ont l'habitude de nous écouter, sachez que maintenant, nous sommes en vidéo. Enfin, Audrey. Oui, mais on vous expliquera après. Et on a le livre. Donc, le bouquin, je rappelle. Comment il s'appelle ? Nous sommes tant aimés. Nous sommes tant aimés. Attends, je suis obligée de faire comme ça maintenant, c'est grave. Nous sommes tant aimés. Alors, vas-y, raconte. Ça fait longtemps. D'abord, les avocats et l'écriture, c'est quand même une grande histoire d'amour. Ouais, c'est vrai. Depuis toujours. Il y a plein de confrères, de consoeurs qui écrivent, soit comme des chanteurs dans leur salle de bain qui chantent, en noircissant des petits cahiers, soit qui vont jusqu'au bout de l'édition, de la publication d'un livre. Donc moi, ça fait longtemps que j'écris, et pas que des conclusions, que je noircis quelques carnets de réflexion. Qui me viennent à l'issue d'une procédure ou après un rendez-vous client et où il y a quelque chose qui m'a marqué ou une expression ou une émotion ou une histoire a été plus singulière qu'une autre encore et donc je prenais des petites notes. Ah, pour de vrai, oui. Pour de vrai, j'écrivais. Je vais faire ça maintenant. Et puis, il faut savoir que moi, je voulais pas du tout être avocat. J'ai tout fait malgré moi. Je voulais pas du tout être avocat. Alors, pas en droit de la famille, pas en droit pénal. Et je voulais pas du tout être avocate. Je voulais être metteur en scène. Ouais. À 13 ans, j'ai vu Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, que j'ai adoré, qui est un film magnifique, qui dit on voulait changer le monde. Les protagonistes disent on voulait changer le monde et c'est le monde qui nous a changés. Ouais. Et quand j'avais 13 ans, je dis mais moi, je vais changer le monde. Je veux pas que le monde me change. Et je m'y accroche. Et donc, quand j'ai toujours eu envie de raconter des histoires ou de les filmer ou de les raconter. Donc, j'écrivais des scénarios petites, etc. Et en fait, la réalité dépasse la fiction. Quoi de mieux que les histoires d'amour, de désamour, de toutes les histoires d'avocats, voilà, pour raconter des histoires. Donc, je noircissais comme ça ces petits cahiers. Et puis, je m'étais dit quand même... Un jour, je m'étais dit, en écoutant un client qui avait une histoire très, très, très peu banale, incroyable histoire, une odyssée, c'était même pas une histoire, c'était un destin, sa famille, à ce mec. Je me suis dit, il faudrait vraiment que j'écrive un livre. Un jour, j'ai une place, là, cette place d'avocat en droit de la famille, ça fait 30 ans maintenant. C'est vraiment à 30 ans que je me suis dit ça, au bout de 30 ans d'exercice. Je me suis dit, mais... de cette place-là, j'ai vu la famille française. Je l'ai accompagnée, je lui ai tenu la main, j'avais les mains dans ses tripes, j'ai bougé avec elle, j'ai moi-même changé dans mes histoires de famille, dans mon couple. Je me suis mariée, j'ai divorcé, enfin voilà. Et j'ai fait des enfants. Et je me suis dit, j'ai cette place incroyable, il faudra en faire quelque chose. Et ça n'a jamais été fait. Et tu l'as fait pour tes clients, enfin pour conseiller de futurs clients, ou pour toi, ou pour livrer un témoignage? Alors déjà, pour terminer, après je te réponds, pour terminer comment ça s'est fait, parce que ça c'est aussi, je pense, ça intéresse les auditeurs de ce podcast. Comment on fait Moi, je crois que c'est Einstein qui disait le hasard, c'est la forme que prend Dieu quand il voyage incognito. C'est un peu l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que c'était un peu par hasard. Je rencontre, par ami d'amis, une femme, une jeune femme qui se trouve et publie à l'Observatoire. Je peux citer son nom. Elle s'appelle Aurélie Jean. Elle est algorithmicienne, elle a écrit de l'autre côté de la machine, les algorithmes font-ils de la loi, c'est une scientifique. Ah, bien sûr, je vois très bien qui c'est, bien sûr. Et donc je rencontre, on est devenus amis depuis Aurélie. C'est une star, elle. Oui, c'est une star. Moi aussi. Et donc je rencontre Aurélie, on prend un pot, elle vit entre Los Angeles et Paris. Et puis elle s'intéresse, elle me demande un peu c'est quoi, avocate en droit de la famille, qu'est-ce que tu fais, etc. Puis je raconte. Elle me dit pourquoi t'écris pas? Je dis bah oui, un jour quand je serai à la retraite, donc pour nous avocats de 75 ans quoi, donc oui, et puis j'ai pas d'éditeur et puis j'ai pas le temps. Elle me dit non mais faut pas du tout faire comme ça. Alors elle, faut faire le business model. Parce que c'est clair, bien sûr, c'est pour ça. Elle est vraiment, elle a une culture américaine et française, vraiment, tu vois, les deux aujourd'hui. Ouais, elle est composite dans sa culture. Elle dit, faut pas faire comme ça du tout, faut trouver un éditeur avant d'écrire. C'est drôle Aurélie, mais je n'ai pas d'éditeur, personne ne m'attend, je suis nobody. Voilà, je veux dire, Elle me dit, mais moi, je publie à l'Observatoire, je vais en parler à Muriel Bélier, donc la patronne de l'Observatoire du Main 6. Je dis, bon, d'accord, ok, parle-en à Muriel Bélier. Elle en a parlé, Muriel Bélier m'a rencontrée. Elle m'a dit, vous aimeriez écrire quoi? Je dis, j'aimerais raconter l'évolution de la famille française depuis 30 ans
à travers ces séparations, vues par les lunettes d'une avocate. Elle me dit, faites-moi pendant 15 jours un plan, recto verso, comment vous tricotez ça, votre voix, la voix de la loi, comment vous tricotez ça. Sûr, ouais. Et donc, je lui ai fait un plan et elle m'a signé un contrat d'édition. J'ai eu des avaloirs avant de commencer à écrire une ligne. Elle est là, et du coup, ça t'a mis le coup de Traxir, elle est là, la leçon. Elle est là, la leçon d'entrepreneuriat. Ouais, elle est là, la leçon d'entrepreneuriat. Mais tu sais que c'est incroyable parce que c'est l'exemple de Charlotte, l'exemple de... C'était qui ? C'était Alex qui nous disait ça. Je crois que Valentin nous a raconté exactement la même chose. Tous ceux qui ont eu une aventure entrepreneuriale, ils te disent, tu fais un petit truc de test, le fameux MVP. Tu fais un tout petit truc de test, donc MVP, genre... Ouais, mais là, c'est un peu... Non, mais attends, c'est fou quand même. Et genre, tu regardes si ça marche, c'est la même chose. Tu regardes si ça marche, il y a quelqu'un qui dit, ça vaut ouais, mais là, moi, je trouve que ce qui est intéressant, là, c'est plutôt la contrainte que ça te met. Ah oui, ça te met un C'est-à-dire coup que, en fait, plus on attend et on rêvasse un peu. Ouais. Si tu trouves un éditeur qui te dit on y va et que tu as des avaloirs. T'as plus le choix. Et puis surtout, c'est comme les injonctions de conclure. Tant que t'as pas injonction de conclure, tu conclus pas. Tu dis au client non, mais on va demander un report. C'est comme mon loyer que j'ai pris beaucoup trop cher. Et je me suis dit, t'auras pas le choix de le payer. Voilà. Un peu en fait, tu vois, c'est une façon aussi de se mettre finalement des objectifs. Et donc, c'est une chance fabuleuse. Et Aurélie, il se trouve qu'en plus, Aurélie a créé une collection. Aurélie, elle a créé une collection à l'Observatoire qui s'appelle La Voix au chapitre, de personnes issues de la société civile qui font des essais incarnés. C'est vraiment des essais de gens qui parlent de ce qu'ils connaissent, parce qu'on est les grands spécialistes en France de faire des essais sur ce qu'on ne connaît pas et d'être expert de ce qu'on ne connaît pas. Et là, elle a voulu ça. Et donc, j'ai eu cette chance d'écrire en ayant un contrat d'édition, en ayant des deadlines, en ayant un éditeur. Ouais. Tu vois, et donc, à qui j'envoyais mes épreuves. Et donc, qui pouvait me dire ça va pas, là, ça va pas, parce que je te cache pas qu'au début, mon introduction, elle fait 3 pages, elle en faisait 14. Hein. Donc, si tu veux, ça, c'est un vrai travail d'édition. Donc, voilà, c'est venu, encore une fois, on a l'impression qu'après 30 ans d'exercice et après 56 ans de vie, c'est que le début de la seconde moitié, mais on a finalement l'impression que parfois c'est un peu anarchique comme ça, que tu sais pas pourquoi les choses se font, que c'est désordonné, mais en vrai, ça converge. Et en vrai, tout converge. C'est quoi ta conversion alors? La convergence. Pardon. La convergence, c'était d'écrire parce que finalement, c'est mes premières amours. Moi, je voulais soit être metteur en scène, soit être scénariste. J'étais très littéraire. Et mes premières amours, c'est l'écriture. Et la vie a fait que je me suis inscrite en droit. Mais je pense que mon père ne serait pas décédé quand j'étais en terminale et il était avocat. Je ne me serais pas inscrite en droit et je n'aurais pas fait de droit, tu vois. Et j'aurais probablement fait autre chose et j'aurais probablement écrit des scénarios, filmé des films j'aurais été prof de lettres. Et finalement, c'est les... Alors moi, je dois avouer que j'ai pas lu ce livre puisque j'ai eu ce rendez-vous il y a 24 heures. Ouais. Et du coup, c'est un livre un peu... C'est historique, c'est un essai, c'est ça que c'est un essai. Ouais. Alors, ce livre, c'est l'histoire de la famille française depuis 30 ans. D'accord. Depuis que j'exerce. Depuis que j'exerce. Donc, vu à travers mes lunettes à moi. Ça fait Ça fait 93. 93, ok. Enfin, un peu plus maintenant, du coup, mais c'est 30 ans, quoi. C'est 3 décennies. Dans le laboratoire d'une avocate en divorce. Et c'est pas un livre juridique. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est pas des conseils pour les gens qui vont divorcer, ni pour les avocats qui font du divorce. C'est pas du tout juridique. Non, mais ça c'est peut hyper grand public. Des conseils, j'entends plus philosophiques ou développement. En tout cas, c'était pas du tout l'objectif. Non. C'est un livre, d'abord. Il y a une première lecture informative, parce que je raconte l'évolution de la loi, quand même, depuis 93, et même avant, parce que sur certains sujets qui sont l'autorité parentale, les femmes, les violences, je remonte à avant. Donc, il y a la voie de la loi. Tu vois, c'est la première voie. C'est comment la loi a évolué. Et j'ai voulu que ce soit très vivant. J'ai voulu qu'on raconte une histoire. Et pour raconter une histoire, il faut raconter
des histoires et les histoires. Et donc, chaque chapitre raconte une ou plusieurs histoires. Et donc, c'est divisé en plusieurs chapitres de le couple et l'argent, la faute, la résidence alternée, le mariage pour tous. En fait, un mélange. Tu choisis les plus marquantes à chaque fois. Non, mais en fait, un mélange entre les thèmes qui sont qui correspondent soit à une actualité législative, soit à des grands thèmes genre l'argent et le couple. Et pour chaque chapitre, tu as 2 illustrations de Camille et Romain, tu vois, et on raconte leur histoire. Et puis il y a ma voix, moi. La 3e voix, c'est comment moi j'ai évolué. D'accord. Comment moi j'ai cheminé comme avocate et comme personne, et notamment comme féministe, comme femme, dans ma façon de voir le couple, les rapports entre les hommes et les femmes, et de voir la famille française et comment j'ai évolué avec eux. Donc en fait, c'est vraiment 3 voix qui s'entremêlent tout le temps, et qui, j'espère, en tout cas c'est les retours que j'en ai, rendent le livre agréable à lire et à la fois informatif. Ouais, parce que pour le coup, je pense que tu peux pas lire ce livre et pas te poser des questions sur ton propre couple. Donc globalement, c'est pas un truc de développement personnel, mais tu peux pas du tout. Mais tu peux pas, tu vois, genre tu peux pas te dire ah ouais putain non plus j'ai pas fait ça quoi, tu vois. Tu vois, il y a un concept, je pense que tout le monde connaît, tu vois, mais les pots de yaourt vides. Non, mais une fois que je vais te le dire, tu vas exactement savoir de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il y a une disparité de revenus entre l'homme et la femme. Et en fait, la femme, elle a pas investi, puisque du coup, c'était l'homme qui avait le plus gros revenu. Donc, c'était lui qui payait potentiellement l'emprunt de la maison. Donc, du coup, lui, il a pas dépensé, il a investi. Et toi, t'as dépensé. Parce que et tu repars avec tes pots de yaourt. Du coup, on est quand même sur un livre qui retrace une évolution positive, j'imagine. Oui, bien sûr, positive. De toute façon, c'est mieux. Ça comme conclusion sur 30 ans d'exercice, où tu peux avoir tendance à dire finalement, c'était peut-être mieux sur les avant. rapports hommes-femmes, c'est mieux. Sur les rapports hommes-femmes, sur la façon de faire famille, sur la garde des enfants, c'est mieux qu'avant. La garde alternée, c'est généralisé. Oui, bien sûr. Après, c'est une évolution. Voilà, plutôt positive. Quand on va dans le sens de plus d'égalité des droits et de plus d'égalité des pouvoirs, c'est positif, oui. Alors, du coup, pour en revenir, donc juste pour retracer, donc tu as un éditeur, tu signes un contrat et ensuite tu dois envoyer des épreuves, on te les corrige et tout ça, ça prend combien de temps ? Écoute, j'ai commencé à écrire mon introduction en aout 2022. Et août 2022, j'ai rendu mon épreuve numéro 1 j'avais dit fin janvier 2024, j'ai rendu fin janvier 2024, donc ça m'a mis un peu moins d'1 an et demi, et ensuite il y a eu quand même pas mal d'allers-retours entre l'éditeur et moi sur mon épreuve numéro 1, épreuve numéro 2, épreuve numéro 3, des modifications, des corrections, donc tout ça c'est terminé fin mars, ça partait, il y avait le bon à tirer. C'est un peu moins de 2 ans. Non, c'est un peu moins de 2 ans. Non, c'est moins de 2 ans. C'est 2022, printemps 2024. C'est moins long qu'un film, finalement, tu as bien fait de pas faire réalisatrice. C'était assez rapide. Et ensuite, comment on organise la promo d'un livre comme ça ? Comment ça se passe ? Comment tu fais ? Quand tu as un éditeur, et c'est pas n'importe quel éditeur, c'est l'Observatoire, donc c'est une grosse maison, c'est une grosse machine, c'est eux quand même qui font la promo. D'accord. C'est-à-dire que c'est nous, tu sais, les avocats, on a l'habitude, en tout cas en plus les avocats artisanaux comme moi, on a l'habitude de tout faire. Que ce soit prendre ton billet de train, tu as quand même une assistante qui peut tu prends ton billet de train, tu réponds à au journaliste qui veut que tu ailles dans une émission, en même temps, c'est eux qui font ça. Alors eux, ils m'ont dit tout de suite, c'est pas vous, c'est pas toi qui va dire oui, non, qui va appeler. Tu me donnes une liste de journalistes quand même que tu connais parce que j'avais fait un petit peu de médias sur mon association, etc. Et c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent la promo, c'est eux qui trouvent, qui ont trouvé quelle époque, France Inter, tu vois, c'est eux qui font la promo. En fait, tu envoies... C'est complètement dingue de passer à France Inter. Moi, je passais 30 secondes dans ma vie sur France Inter, j'aurais pu me coller au mur tellement je trouvais ça cool. Et en fait, quand tu signes, quand le livre, quand t'as le truc fini, tu vas à ta maison d'édition et là, tu signes une trentaine, quarantaine d'exemplaires pour les journalistes. Et la maison d'édition envoie à toutes les rédactions. Trop cool. Voilà. Et après, tu as des retours, ils font le job. Et puis après, il y a les salons du livre. Voilà. Donc, c'est eux qui... Voilà. Ah ouais. Donc, c'est eux qui font la... J'en ai fait et je vais continuer à en faire. 15 mai 2024.
Mais c'est vrai que la télé, c'était super. Quelle époque. Moi, c'est pas France Inter. Enfin, France Inter, c'est vachement intéressant parce que moi, ce que j'ai préféré, enfin, j'ai tout aimé en vrai. Sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi 28 minutes Arte qui est canon parce que c'est super intelligent. Mais quelle époque. C'était du divertissement, c'était du grand public. Bien sûr. Et donc ça, il y a quelque chose où quand même, moi, mon métier, c'est un métier de grand public. Mes clients, c'est du grand public. Donc c'était à eux aussi que je parlais. Ok, et donc... Alors, on peut te demander combien d'exemplaires tu as vendu là jusque-là ? Alors, je sais pas. Tu peux me m'engueules, Audrey. Non, pas du tout. Alors, comme ça. Je sais pas. À fin juin, donc à 1 mois et demi de sortie, j'étais à 2700. Ouais. Moi, je disais, c'est tout. Et mon éditeur était hyper content parce que Nobody, 2700, apparemment, c'est beaucoup. Mais je pense qu'il y en a plus depuis. C'est comme nous avec nos 1500 écoutes, apparemment. C'est fou, 1500 écoutes, ouais. Il y en a manifestement beaucoup plus depuis parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont entendu en fait, la promo et qui l'ont acheté cet été et qui ont lu cet été. Parce que moi, c'est marrant parce que tu m'as proposé le podcast avant-hier. Et la semaine dernière, j'ai 2 amis qui m'ont envoyé... Tes podcasts. En me disant, écoute, c'est génial. J'ai une autre amie qui m'a dit, c'est mon idole. J'étais là, trop drôle. Audrey me dit, bien, on fait Michel Dayan. Donc voilà. Alors après, c'est pas du tout un business model en termes de financier qui soit intéressant, mais je l'ai pas du tout fait pour ça. On sait qu'on gagne rien. Elle voudrait absolument relier le livre à l'entrepreneuriat. Mais c'est pas, je veux pas absolument le relier. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qu'on a, c'est le soft power, tu vois. En fait, quand tu parles, il n'y a pas de méthode. T'as pas de méthode. Il y a que de la convergence. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'intellectuellement te dire, tu vois, je me suis dit, moi ou tous les gens qui travaillent autour de l'humain, c'est-à-dire, tu vois, en fait, tout le monde a des histoires à raconter. C'est juste que le faire, c'est-à-dire, à un moment donné, trouver ta colonne vertébrale, bâtir ton arbre autour de ça, le faire de façon intelligente, accepter qu'on te critique, parce que la vérité, c'est que dans notre métier, on écrit tous beaucoup, mais je pense qu'il faut quand même se contenir quand on écrit un livre comme ça. Est-ce que tu le fais comme un objet littéraire ? T'avais peur de ça ou... un peu quand même, parce que c'est bien écrit quand même. Non, mais je n'en doute pas. Mais j'imagine ce que tu veux surtout, c'est faire un témoignage un peu, non ? Oui, mais l'écriture était importante pour moi. Le style et la plume est important pour moi. Je prétends pas du tout être une écrivaine. Pour moi, pour l'instant, je suis essayiste. Mais est-ce que les critiques ont regardé ça ou on regardait plus le fond ? Puisque ça venait nous raconter. C'est un tout, c'est le fond au service, c'est la forme au service du fond, le fond qui amplifie la forme. C'est un tout, c'est comme une plaidoirie. Tout le monde, en fait, c'est comme une plaidoirie. Tu peux avoir un bon dossier. Si tu plaides pas bien. Il n'y a pas eu d'autres avocats qui ont fait en droit de la famille ? Non, en droit de la famille, il y a eu des guides du divorce. Ouais, mais on se dit, c'est vrai que il n'y en a pas. Mais c'est pour ça que c'est étonnant qu'il n'y en ait pas eu, parce que je pense que c'est pour ça que l'éditeur a dit go tout de suite, sans même avoir lu une ligne de moi. Elle a dit go tout de suite, parce qu'elle s'est dit, c'est une super éditrice, elle s'est dit, ça n'a jamais été fait. Et c'est tellement évident. Ça n'a jamais été fait. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas conçu comme un objet littéraire, mais le style est important, très important pour moi. La critique, tu parlais de la critique. Tu vois, nous les avocats, d'abord on a l'impression qu'on sait très très bien écrire et qu'on sait très bien parler. En fait, dès que tu commences à plaider la première fois, tu te vautres en général. Et puis tu touches pas toujours. Je vais te dire, ma première introduction, mon premier jet d'introduction, je me suis dit putain, va falloir bosser. Parce que mon éditeur, il m'a dit oui, alors non, c'est pas mal. Puis tu sais écrire, tu écris pas mal. Tu as des choses à dire. Mais alors, il va falloir enlever les échafaudages. C'était son expression au directeur des essais, Laurent Nunez. Il m'a dit il faut enlever les échafaudages. Ça, c'est pas notre défaut d'avocat. Et ça, c'est un truc d'avocat. Et moi, ça m'a appris à on fait des chapeaux, des conclusions. Ouais, mais on a tellement peur de ne pas être entendu, de ne pas convaincre, qu'on en rajoute des tonnes. Sauf qu'en réalité, tu mets des échaudages quand tu écris, puis après, tu les enlèves. Et ça, moi d'ailleurs, ça me sert aussi aujourd'hui dans mes jeux d'écriture. C'est ce que j'avais demandé. Dans mes conclusions. Maintenant, quand je conclus, quand je lis des conclusions, j'ai dit non, mais ça, c'est pas la peine. C'est bon, c'est pas utile. Et l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant, tu vois. Donc, il faut juste enlever ça. Et puis voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais, Audrey, j'ai appris tout à l'heure en te téléphonant ce que c'était que le soft power. Donc oui, en fait. Moi aussi, je viens de l'apprendre. Bon, alors attends, parce que j'avais.
Donc, ça arrive là, et comme tu fais la promo, et qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour ton cabinet ? Le téléphone sonne plus. Pour moi et mon cabinet, finalement, moi et mon cabinet, c'est un peu la même chose. Moi, ça me fait marrer quand des jeunes confrères, consoeurs dans la profession disent « Moi, je veux séparer la vie privée de la vie pro ». J'ai envie de dire « Mais tu n'es pas la même personne ». Bon, mais je comprends. Mais en réalité, quand on fait notre métier et ces matières-là, tout est un peu imbriqué. Alors pour moi, ce que ça a changé, d'abord, ça m'a... divorcé 4 fois, c'est ça. C'est tellement imbriqué que du coup, je me suis appliquée à moi-même. Oui, quand même. Bien sûr. Tu comprends mieux tes clients après. Carrément. Attends, c'est que moi, je me suis fait défendre une fois dans un dossier. J'ai plus du tout traité les gens pareil. Évidemment, tu sais ce que tu expérimentes. Tu connais mieux ce que tu expérimentes. Ce que ça a changé déjà en l'écrivant, c'est que ça t'oblige. On est quand même dans un métier d'urgence, tout le temps, et surtout en contentieux. C'est-à-dire qu'on passe notre temps dans une unité de temps, de lieu très, très, très serrée, tout le temps. Tu vois, il y a l'urgence des conclusions, l'urgence de la plaidoirie, l'urgence des clients, l'urgence de prendre une décision, l'urgence de les recevoir, l'urgence de leurs angoisses, l'urgence de la rupture. Parce qu'il y a les enfants, il y a les violences. On est moins dans l'urgence. C'est un peu du droit d'urgence, de la défense d'urgence, du conseil d'urgence. Et là, c'est un tout autre temps. C'est un temps méditatif, l'écriture. Tu prends, moi, j'écrivais tous les vendredis, samedis, dimanches et toutes les vacances, que le matin, parce que en plus... parce que tu as une vie, par ailleurs. Non, mais surtout que tu peux travailler 14 heures sur des conclusions, tu peux pas écrire... Personnellement, je ne peux pas écrire plus de 4 heures. Tu ne peux pas. C'est marrant, c'est ce que tous les écrivains disent. J'ai entendu Amélie Nothomb qui disait j'écris 3 heures par jour. Je peux pas écrire. Parce qu'elle écrit sous champagne, donc au bout d'un moment. Je me comparerais pas à Amélie Nothomb. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que je me demandais comment un écrivain de sa trempe ne pouvait écrire que 3 heures par jour. C'est autre chose. Donc déjà, c'est quelque chose de méditatif dans un autre temps. Ça m'a permis, ces temps d'écriture pendant ces 18 mois, d'être dans un temps long. C'était agréable ? Tellement agréable. Alors c'était dur, parce que c'est autre chose, parce que tu te mets beaucoup plus en danger, parce que je connais pas, c'est quelque chose que j'avais jamais fait comme ça, tu vois. Et puis parce que tu vas être lu. Ouais, c'est con, Et puis quand tu plaides, tu es là pour expliquer, ou quand tu donnes des conférences, tu fais un podcast, tu es là, tu as le feedback de celui qui est en face de toi. Là, tu sais pas comment ça va être lu. T'es pas avec le lecteur pour lui tenir la main, lui parler, etc. Donc c'est autre chose. Ouais, et puis tu peux pas lui dire. Alors attends, en fait, là je voulais pas te dire ça complètement, mais en fait, tu vois, bien sûr, c'est clair. Mais donc c'est un temps méditatif. Donc moi, ça m'a beaucoup calmée. Ouais. Ça m'a plutôt apaisée. Ouais. Voilà ce que ça a changé. Ça a changé aussi que j'avais jamais eu le temps de me poser vraiment professionnellement. J'ai enchaîné, le truc, le cabinet, la collaboration, puis créer un cabinet, puis développer, puis les gosses, et puis développer le cabinet, puis embaucher, et puis voilà, puis etc. L'ordre, etc. Et toujours dans cette espèce d'urgence tout le temps. Et là, c'est un temps plus long. Ça m'a permis de me poser, et personnellement, ça m'a permis de voir le film de ma vie professionnelle et non pas des photos les unes après les autres, jour après jour, heure après heure, dans l'urgence tout le temps. Ça m'a permis de voir un film de 30 ans et de me replonger 30 ans avant. Comment j'étais quand je raconte l'histoire de Patrick et de Khadija, très bien, bien sûr. Voilà, ou de Thierry et Catherine, ou c'est avant 2005. Comment j'étais, laquelle j'étais. Quand je raconte l'histoire de Sophie et de ce féminicide, où on n'entendait même pas parler de ce mot, où j'étais toute jeune, mes enfants étaient bébés. Qui j'étais en 2004 ? Quelle avocate j'étais en 2004. Et ça m'a apporté ça. C'est une espèce de puzzle à l'envers et qui permet ensuite de voir the big picture de ta vie quand même, et le film de ta vie professionnelle. Et humainement, c'est une aventure incroyable. Enfin, moi, ça a scié quelque chose, ça a scellé quelque chose, et ça me permet de continuer autre chose. Aussi, professionnellement, personnellement. Voilà, il y a un avant, un après le livre. Pour le cabinet, d'abord, je voudrais quand même, le cabinet, ça a permis d'avoir plus d'autonomie à mes collaboratrices. Je voudrais leur rendre hommage quand même. Parce que par ailleurs, cabinet, j'ai 3 collaboratrices, une assistante et puis régulièrement stagiaire. Voilà, ça a permis aussi de se dire que je suis pas... Bon, j'ai continué évidemment, je prenais que mes vendredis, donc je continuais à bosser, mais quand même, j'étais aussi sur autre chose. Même si j'ai continué à beaucoup travailler, à plaider, à recevoir les clients, etc. Mais du coup, ça m'a permis de déléguer.
et de me rendre compte que j'étais pas irremplaçable non plus et que surtout mes collaboratrices, elles avaient des compétences et des avocates vraiment, tu vois, qui étaient en train de forger leur expérience vraiment. Donc ça a fait ça pour le cabinet. Je trouve que ça a donné plus d'autonomie, ça m'a donné une envie d'un travail d'équipe, encore plus. Ouais, c'est intéressant parce que elles t'ont soutenue complètement. Parce qu'en fait, il y a tout le travail d'écriture, puis maintenant, il y a la promo quand même qui prend du temps. On sait bien que les avocats, ils n'ont pas 12 heures par jour, ni 14 heures, ils en ont 24 sur une journée. Mais quand même, elles sont, bien sûr, seules, dans un cabinet seul, j'aurais dû choisir. Bien sûr. Tu vois. Et puis, pour le cabinet, alors c'est une vitrine quand même. C'est vrai qu'il y a des gens maintenant qui viennent me voir. Il y avait des gens qui venaient me voir parce que des confrères me les amenaient ou parce que j'avais divorcé un de leurs potes. Après, il y a eu ceux qui m'avaient entendu à la télé, vu à la télé ou écouté à la radio sur les violences faites aux femmes. Et maintenant, et ça, j'adore. Voilà, j'ai lu votre livre. C'est pas je vous ai vu à la télé. C'est j'ai lu. Parce que moi, me voir à la télé, je m'en fous. Mais j'ai lu votre livre. Bon, je m'en fous. C'est la première fois, ça fait pas rien. Non, qu'on me dise ça, je veux dire, non, mais bien sûr. Bon, bah après, mais j'ai lu votre livre. C'est parce que c'est un truc très intime, c'est vraiment un bébé, quand même, un livre. C'est quelque chose, il y a un bout de toi dedans que tu abandonnes et que tu livres que tu livres, d'ailleurs. Et donc, il y a pas mal de personnes depuis septembre, depuis cet été-là, à partir de septembre, qui m'ont dit « J'ai lu votre livre, il m'a beaucoup parlé. » Il y a une dame qui dit « Moi, je l'ai lu votre livre, j'ai pensé à ma fille qui est en train de divorcer, donc j'aimerais que vous occupiez de ma fille. » Bah ouais, bien sûr. Et en fait, tu t'aperçois que les livres, c'est des traits d'union entre les gens. Moi, j'ai défendu des gens, je les ai accompagnés, je leur ai tenu la main, j'ai été leur bouclier. Et avec le livre, j'ai l'impression que je suis plus un trait d'union. Voilà. Et ça, et évidemment, puisqu'on est quand même dans un podcast sur l'entrepreneuriat, ça ramène des clients, ça rapporte du business. Je ne l'ai pas du tout fait pour ça. Mais ça rapporte du business, évidemment. En revanche, vas-y. On va continuer à parler du livre, mais est-ce que tu as fait des choses, toi, autrement que par le hasard? Tu as mis en place des vraies méthodes d'entrepreneuriat dans ton cabinet, des vraies stratégies, ou tu as toujours fait les choses au feeling Alors, pour être tout à fait honnête, jusqu'à il y a 10 ans, rien en termes de stratégie. C'était toujours à la one again. Je m'installe, j'ai pris plusieurs mois après mes grossesses. Voilà, à l'époque, j'avais mon cabinet, donc on n'avait rien, pas d'aide, tant pis, je le fais. Aucun plan de carrière. C'était vraiment... Je ne dis pas que c'était du jour le jour. La seule constante, c'était le travail et l'exigence. Voilà, le travail, l'exigence. C'est la seule constante, mais ce n'est pas un plan de carrière vraiment. Et puis, ça s'est développé comme ça, voilà, parce que le droit de la famille était émergent, le barreau de la famille était émergent, parce que j'ai eu ma singularité à moi, que chacun, pour réussir, je pense que ça a une de vos questions, je pense qu'il faut cultiver sa singularité. Et depuis, je dirais 10 ans, peut-être un tout petit peu moins, peut-être 7-8 ans, depuis que je suis passée à l'ordre aussi, au Conseil de l'Ordre, où j'ai rencontré plein de confrères et je me suis intéressée justement à ce que c'est qu'une carrière, à l'entrepreneuriat, que j'ai vu des avocats qui n'avaient pas du tout le même parcours que moi, qui avaient beaucoup plus réfléchi en amont à un business plan, à un modèle économique. Je m'y suis plus intéressée. Alors, j'ai jamais pris de vraiment... Enfin, je peux prendre des conseils auprès d'amis, d'Audrey, de trucs, etc. Mais je n'ai jamais vraiment fait un business plan. Mais j'y réfléchis plus. Mais c'est vrai, parce que la première fois que j'ai embauché une collaboratrice, je vais avoir 35 ans, je l'ai embauchée 3 jours par semaine, puis après 4 jours par semaine. Hein. Et je me souviens que j'avais mon copain d'enfance qui est entrepreneur. Je dis, je crois que j'y arriverai pas, ça m'angoisse beaucoup, etc. Il dit, mais les avocats, vous raisonnez comme au 19e siècle. Vous êtes des Balzac, vous êtes des héros de Balzac. Sauf que, en fait, ta collaboratrice va te créer de la valeur et te créer du chiffre d'affaires. Donc, et je comprenais pas. Je comprenais rien. Je me dis, tu racontes n'importe quoi. Il faut déjà que j'ai l'argent pour la payer. Mais non, clair, l'argent va venir justement. Je me dis, mais comment il va venir? Voilà. Mais non, mais tu sais que c'est toujours la question. C'est dingue. On est tous au même stade. Ouais, non, mais attends, mais si quand même, quand t'embauches ton premier collab. Et là, pour répondre quand même à ta question, c'est vrai que là, j'en avais une, puis 2, et là 3.
La 3e collab, là, je me disais, mais ça va me générer du chiffre. En vrai, ça va me générer. Donc là, j'ai commencé à penser au développement, à me dire, plus t'as de collab, tu vends que ton temps. En droit de la famille, en plus, tu vends que ton temps. Parfois des success fees, mais c'est très rare. Donc comme tu vends ton temps, il faut plus de temps à vendre, donc plus de collaborateurs aussi, tu vois, mais pas trop non plus, parce que voilà, moi j'ai besoin que ça reste assez intimiste quand même et familial, justement. Voilà, et sinon, business model, oui, tu réfléchis évidemment à tes charges, mais même... Oui, mais c'était pas très... Non. Et alors, du coup, c'est intéressant parce que quand tu répondais à la question, tu as parlé de quelque chose qui s'appelle ta singularité. Et je me suis posé la question dans le livre... et d'une manière générale, dans les rencontres qu'on a faites, c'est à quel moment tu peux être clivant. Je te pose la question différemment. Moi, j'ai refait un passage. Alors, tu dis que dans les interviews que j'ai vues ou lues ou écoutées de toi, tu dis qu'on te rapporte toujours à ce passage-là, qui est le passage sur les hommes qui passent d'un nid à un nid. Donc, je ne vais pas citer celui-là. Et si vous avez envie de l'écouter, il va falloir que vous lisez le livre. Et puis, c'est tout. Mais par contre, c'est quand même un bouquin qui est, pour une partie, qui est très engagé... féministe, quoi. C'est-à-dire c'est pas du tout un bouquin dans lequel... donc, il n'y a pas de question de rôle, c'est-à-dire, je ne vais pas dire les hommes ont le mauvais rôle, mais par contre, c'est quand même un bouquin dans lequel tu les épargnes pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Et moi, je me suis posé la question de savoir si, du coup, c'était pas dangereux, si... Tu vois, est-ce que t'as pas eu peur, du coup, de te retrouver qu'avec une clientèle de femmes, tu vois Mais c'est la société ou les hommes que t'épargnes pas? Parce que c'est pas pareil. C'est un peu les deux, je pense. Les deux. C'est un peu les deux. Les magistrats, je les épargne pas non plus. Les notaires non plus. Certaines femmes non plus. Mais tu t'es même posé la question, à force de sincérité, les hommes allaient déserter mon cabinet les uns après les autres. J'ai appris à devenir pédagogue et diplomate tout en faisant passer les messages en accord avec mes valeurs. Oui, mais dans le podcast, tu disais que finalement, puisque tu parlais des... J'ai pas écouté jusqu'au bout, mais... une bonne partie, où tu disais que finalement, dans les divorces homosexuels, c'était l'argent et le pouvoir qui... Voilà, c'est pas genré. Oui, c'est argent-pouvoir, sauf que jusqu'à présent... Ok, t'as raison. Non, mais t'as raison. C'est vrai que c'était pas genré, mais le fait est que la société faisait ça. Parce que l'argent et le pouvoir, c'était les hommes, et la dépendance, c'était les femmes. Et ça l'est encore. J'essaie de défendre un peu les hommes, ce qui me font de la peine. Non, mais alors c'est vrai qu'il est féministe. Après... Le féminisme, c'est un humanisme. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je ne savais pas très bien comment le dire. Et puis qu'on est quand même avocat, et j'essaye toujours, et j'espère que je l'ai fait quand même dans ce livre, mais je ferai un deuxième tome, j'essaie de discerner. Aussi, tu vois, je le dis, je suis pas militante, puis moi je défends des gens, je défends pas des actes, j'essaie toujours de discerner. Il y a un passage notamment sur les violences sexuelles où je défends un auteur ou des hommes violents parfois, et j'essaye toujours d'être que l'avocate l'emporte sur la militante. Mais l'avocate, on est composite, voilà, elle est aussi un bout de son ADN, c'est une militante. Clivant, je sais pas, mais en tout cas. J'ai toujours autant d'hommes que de femmes dans mon cabinet depuis 3 décennies maintenant. En réalité, autant d'hommes que de femmes, mais quasi, je voudrais qu'on le calcule, le nombre de clients près, mais vraiment. Et puis, d'abord, les hommes adorent être défendus par les femmes. Et les hommes qui veulent éventuellement pouvoir s'en sortir le mieux possible et que leur femme n'est rien, ils imaginent qu'être défendue par une femme, elle va pouvoir mieux négocier. C'est mieux. Donc... Non, mais c'est Weinstein qui avait pris une avocate, tu vois, pour être sûr. Voilà. Et puis finalement, alors bien sûr, j'imagine, j'ai eu quelques clients qui m'ont dit oui, enfin vous êtes qui ont pris rendez-vous, qui m'ont dit enfin bon, vous êtes quand même très très féministe, je sais ce que vous pensez, mais moi je fais partie justement des hommes qui ont été injustement accusés et qui veulent voilà, et donc mais ils m'appellent quand même.
tu vois, pour se justifier et peut-être aussi pour avoir une espèce d'absolution parfois. Et puis sinon, c'est très indifférent. Les gens qui divorcent, ils demandent le nom de quelqu'un qu'on leur recommande compétent. Ouais. Et la plupart, je le regrette, mais la plupart des gens n'ont pas lu mon livre de toute façon et ne savent pas. Voilà, et c'est juste du bouche à oreille. Je cherche depuis tout à l'heure le chiffre 10 dont tu parlais dans un autre podcast que tu as fait, c'est que tu n'as eu que 10 hommes, je sais que c'est pas le terme, qui ont quitté, qui ont demandé le divorce. 100 personnes derrière. 100 personnes dans l'environnement. C'est dingue ce chiffre, non? Et je suis sûre qu'on interrogerait, d'ailleurs j'en parle avec des copines en droit de la famille, on a le même ratio, tu vois. C'est complètement dingue. Ensuite, avant le livre, en fait, c'est pour ça que quand tu dis c'est un hasard et ensuite à un moment donné tout converge dans la convergence et dans le cheminement, tu as eu une association, tu as fondé une association, Lawyer for Women. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour le dire avec un accent aussi pourri. Lawyer for Women. Lawyers for Women. C'est pas mieux. C'est bon, écoute, vas-y. Et donc, ça, c'était quoi l'origine de cette association-là ? Écoute, l'origine de cette association, c'est je sors de l'ordre. Donc nous, les avocats, on a l'impression quand on arrête de faire 12 trucs, on va mourir. Donc, et d'ailleurs, quand on arrête, on meurt en général. Donc il ne faut jamais arrêter. Ni arrêter, ni acheter de troisième robe. Je viens d'acheter, là, j'aime bien parler de ma fille qui va prêter serment bien sûr, il faut. Dans quelques semaines. Et donc, on vient d'aller avec son père choisir sa robe chez Bosque. Et il a dit, alors on prête serment dans la première, on fait fortune dans la deuxième et on meurt dans la troisième. Attends, il faut que j'achète. Jamais acheté la dernière. Il faut que j'achète. Non, mais je vais acheter la deuxième. J'ai acheté la deuxième. Mais la première, elle commence à être un peu. Tu me prends en photo là. Non, mais jamais bien. Je me disais que j'avais pas pris de vidéo. Et donc on veut faire plein de choses. Je sors de l'ordre. Donc nature a horreur du vide. Je m'ennuie un peu. C'était quelle année? Je sors en 2019, fin 2018 de l'ordre. Mais c'est pour ça c'était à ce moment-là où j'avais... Votre bien dévoué, exactement. C'était en 2016. Et donc, puis je pars au Mexique. J'ai une mission. L'ambassade de France me contacte pour faire une mission sur les féminicides, aller donner des conférences, écouter des conférences et travailler en collaboration avec des acteurs locaux sur place, des avocats, des procureurs sur les féminicides à Mexico. Je dis, go, j'y vais. Parce que quand même à l'ordre, je m'étais occupée avec Dominique Attias de pas mal de sujets, de colloques sur les violences faites aux femmes. Donc c'est quand même un sujet que je connaissais un peu. Ouais. T'as précédé Jacques Audiard dans Emilia Pérez. C'est vrai qu'il est beau ce film. Hein. Il est sublime. Il est dingue. Il est d'une intelligence, d'une intensité. Ouais. Et puis je reviens et je me dis, mais on a tellement à apprendre d'autres pratiques, d'autres pays, de mélanger comme ça nos bonnes pratiques, même si au Mexique c'est très difficile. Ils sont les meilleurs élèves sur le papier. Ils ont ratifié toutes les conventions. Ils ont un arsenal juridique exceptionnel, mais c'est une catastrophe pour les femmes. C'est corrompu à la moelle. Enfin, c'est l'horreur. Mais il y a des gens extraordinaires qui luttent contre les violences faites aux femmes. Vraiment des procs, des avocats au péril de leur vie, des gens d'une intelligence. Oui, parce que là, on est en train de parler du péril de leur vie, parce que c'est quand même pas pareil. Le mot féminicide, il vient du Mexique. C'est les premiers à avoir vraiment réfléchi à ce que c'est que la violence systémique et pas le voir comme des faits divers. Et donc je reviens et je me dis il faut travailler avec d'autres et puis il faut s'organiser. Comment on s'organise? On crée une association et donc voilà, avec des potes dont certains étaient à l'ordre avec moi, on a créé Lawyers for Women qui est une association de lutte contre les violences faites aux femmes uniquement composée de juristes, avocats en pluridisciplinarité, avocats, magistrats, policiers, étudiants en droit, professeurs de droit. Donc j'ai voulu que ce soit composite, mais avec le dénominateur commun des juristes, le droit à la loi, et de lutter. Alors on ne prend pas en charge les femmes directement, ça on le fait dans nos cabinets, mais en étant force de proposition, en faisant des colloques, en travaillant avec le Mexique. C'est plus pour changer la loi, la loi faire des actions ou son concrètes. Application. On fait des actions. Oui, on ne prend pas en charge des femmes directement, mais on fait des formations. Notamment, on va dans les lycées. Le 25 novembre, on va à la mairie de Paris. Pour former des gens, etc. Et puis, on a créé un diplôme universitaire avec l'ambassade de France dans 8 universités mexicaines et on donne 20 heures de cours chaque année
dans 8 universités. Donc, on va à Mexico, à Chihuahua, à Monterrey, et à Hermosillo, etc. Et c'est un diplôme universitaire d'accompagnement des victimes de violences de genre, qui est un diplôme universitaire de professionnalisation pour des magistrats et des avocats. Et on donne ces cours, enfin, Lawyers for Women a créé ce diplôme avec l'ambassade de France et des universités mexicaines. Et donc voilà, c'est vraiment, on donne de la formation, on essaye de faire des actions aussi un peu... alors, c'est vrai que c'est compliqué, une association, parce qu'on a nos métiers par ailleurs, qu'on est une toute petite association, donc on n'a pas de permanent, on n'a pas de permanent de façon permanente, voilà. Mais on essaie de faire quelques actions. Quand on a créé l'association, on a fait un procès fictif. Ouais, je m'en souviens très bien. Voilà, pour parler, en fait, moi je pense qu'il faut parler à l'émotion des gens plus qu'à leur tête pour qu'il faut ressentir pour comprendre. Et donc on avait fait un procès fictif à la Michaudière, Ratika jouait le rôle de la victime, on jouait nos rôles, qui était un renvoi devant une cour d'assises d'un homme coupable, ça me parle aussi. De violence conjugale. Non, ça s'appelait Entre la vie et la mort, la loi. Enfin, moi, je me souviens, parce que je te suis, du coup, donc ça m'avait parlé. Oui, ça me parle. Bon. Donc voilà. Et ça, en fait, tous ces engagements-là, qui sont des engagements de conviction, c'est quand même des engagements qui t'ont permis de retracer, et c'est ça qui nous intéressait au démarrage, une aventure entrepreneuriale de développement de cabinet. Et moi, je voulais absolument le mettre en lumière, parce que ça a été... tu vois, moi, ça a été ma révélation de me dire, parce que je suis toujours à la recherche d'exemples, parce qu'évidemment, dans mes clients, j'ai tous ceux qui me demandent des pactes d'associés, des statuts, des trucs très compliqués, c'est évidemment que des gens qui font du droit des affaires. Les autres, ça les intéresse pas, ou ils ne voient pas l'intérêt. Et en fait, d'avoir des exemples hyper inspirants de gens qui ont construit une communication de cabinet. Alors après, évidemment, c'était pas fait pour ça, mais enfin, au final, le ruissellement... Ouais, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de calcul et il y a de la passion, en fait. Oui, d'accord, mais t'as quand même, à un moment donné, une volonté de faire. Ce qui me dérange, alors je vais te le dire différemment, ce qui est dommage dans les cabinets qui se disent « la communication, c'est pas pour moi », c'est qu'en fait, la communication, elle peut prendre plusieurs formes. Tu vois, c'est pas simplement... Les gens ont l'impression que c'est parce que tu vas te mettre sur Instagram et faire des posts LinkedIn que c'est ça la communication. Et donc, du coup, la communication, c'est pas pour eux. En fait, monter des associations, écrire des bouquins, écrire des essais... tu vois, avoir un sortir du cabinet, c'est sortir du cabinet, et c'est exporter ton expertise ailleurs que dans le cabinet. Exactement. Ou ailleurs que dans un prétoire ou que dans une juridiction. Exactement. Parce que tu es une faiseuse et une passionnée, donc tu le fais naturellement. Oui, bien sûr, mais c'est important. Du coup, de le mettre tu le fais naturellement au début, et puis c'est vrai qu'après, tu te dis tiens, j'ai fait ça, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis finalement... Tu te dis, allez, ça me trotte, allez, fais-le. Voilà. Et peut-être que maintenant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je réfléchis beaucoup plus à c'est quoi... C'est intéressant qu'on fasse ce podcast maintenant. J'ai une de mes amies qui fait du conseil en formation professionnelle, du coaching en formation professionnelle, et avec qui je fais de temps en temps justement des séances depuis pas si longtemps que ça, et on en a fait une le week-end dernier, tu vois. Elle m'a dit ok, c'est quoi ton plan quinquennal? Ouais, c'est ça. Tu vois, et voilà, et elle m'a dit c'est quoi ton plan quinquennal? Tu te vois comment dans 5 ans? Comment tu veux organiser ta vie d'avocate avec ta vie d'essayiste entre guillemets, parce que j'aimerais bien écrire un 2e livre. Comment tu vois les choses? Comment tu as les choses dans ton cabinet? Et tu vois, c'est récent, mais c'est vachement important. Mais ça ne pouvait pas se faire avant. Je l'aurais mal fait avant. Je vois, avec ton mot préféré, j'ai l'impression que, Michel, toi, tu n'as jamais eu le syndrome de l'imposteur, ce truc bloquant. Non, mais je le dis comme un vrai compliment. C'est vrai. Je le dis comme un compliment, mais tu t'es mis à faire du droit de la famille comme ça. Ouais. Et du coup, tu t'es rendu compte que en faisant, on fait et ça marche. Les choses se font les choses se font en se faisant. Le blocage qu'il y a chez certains avocats qui ne veulent pas, qu'osent pas s'installer, qu'osent pas changer de matière, parce qu'en vrai, à 30 ans, on peut changer de matière. Enfin, voilà, il y en a plein qui sont bloqués avec des
des idées, des préjugés, moi je peux pas y aller. C'est vrai. Alors disons que j'ai eu peur de tout, mais j'ai envie de tout. Donc tu vois, le désir est plus fort que la peur, donc j'y suis allée. J'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur pour le livre. Non, mais faut dire que quand même. Non mais j'imagine un petit peu. Mais tu vas quand même. Et après tu te dis, allez, j'ai bien fait et je le mérite. Avant qu'il sorte, franchement, je me suis dit, pourquoi t'es allé faire ça? Ça va être nul. Il va y avoir 2 exemplaires vendus. Mes 2 enfants, on l'a acheté. Et voilà. Et Audrey. Bon, Michel, merci beaucoup. On termine toujours nos interviews par les questions qui fâchent. La question politique, si tu devais supprimer une règle de déontologie, ce serait laquelle? Alors, si c'était politiquement correct, il y en a plein qui nous ont répondu, j'en supprimerai aucun. Si non, alors déjà, cette règle que je n'ai jamais respectée et que personne ne respecte, qui est qu'il faut demander l'autorisation du bâtonnier avant de faire un podcast. Ah oui, de passer à la télé, voilà. Et puis, en droit de la famille, et là, c'est vraiment, je m'adresse au barreau entrepreneurial, il faudrait qu'on puisse devenir apporteur d'affaires. Parce qu'on travaille avec des notaires toute la journée, on leur envoie des dossiers toute la journée, ils prennent des émolutions alors qu'on amène le job, le boulot, et on ne prend pas un centime là-dessus. Donc ça, oui. C'est un... donc on en a supprimerait une. C'est une bonne règle. Alors, on a remis la question Gad Elmaleh. Ouais. Alors la question de Gad Elmaleh, sur qui tu as copié? Je crois que c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré ou... Des inspiratrices, il y en a plein, des inspirateurs, des inspiratrices. Là, tu me viens, Gisèle Halimi, forcément. Mais sur qui j'ai copié, c'est Oscar Wilde qui disait soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et donc j'ai copié sur moi en mieux. La version augmentée j'essaye de moi. D'être. J'ai ma meilleure version de moi-même à qui j'essaie de ressembler, toujours. Et quelle serait la question Steve Jobs? Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à un avocat ou une avocate qui a envie de s'installer en droit de la famille? D'aimer, de divorcer, de commencer une psychanalyse et d'aimer à nouveau. Plus sérieusement, de s'engager dans tout ce qu'elle fait et de trouver sa singularité. Encore une fois, il faut être toujours la meilleure version de soi-même et pas de celui d'à côté. Ne pas être une Michel Dayan ou une je sais pas quoi, ou une Gisèle Halimi ou une machin. D'essayer de cultiver sa particularité, de la mettre en avant. Mais pas forcément en communiquant de façon formelle, mais en la cultivant. Les amis, magnifique. On a une grande... Merci beaucoup. On a une triste nouvelle, une grande nouvelle, une triste nouvelle à vous annoncer. En tous les cas, on vous a dit que ce podcast, il était particulier, donc à plusieurs titres, mais aussi pour nous, parce que déjà c'est filmé. Je suis pleurée. Et aussi parce que c'était la dernière de Charlotte. Ouais. Et après 4 ans. Après 46 épisodes, attends, je sais même pas combien on a d'épisodes, 46 épisodes en tous les cas, 60 000 écoutes. Waouh! Et donc, c'est la dernière. Ça sera la dernière. Il y en a d'autres. Je passe le flambeau. Tu passes le flambeau. Enfin, je passe pas le flambeau. Non, pas. Je garde le flambeau. Je garde le flambeau. Je reviendrai peut-être. Exactement. En host. Mais voilà. Donc, on vous embrasse tous. Et à bientôt. Et merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt. Merci. On a terminé.